Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Atari, l'émission de débat de Criticat. Alors ce mois-ci nous allons débattre d'un film de Ryosuke Hamaguchi, Conte du hasard et autres fantasy qui vient de sortir en salle. Pour en parler, je suis accompagné de deux de mes camarades, Josué Morel. Salut Corentin. Et Marin Gérard. Salut Corentin. Alors le film est découpé en 3 parties et les 3 parties racontent plus ou moins les mêmes configurations. Ça va être à chaque fois des rencontres, des quiproquos, des malentendus et beaucoup de conversations comme la plupart des films de Ryosuke Hamaguchi. Donc Hamaguchi est l'auteur de Drive My Car qui est sorti il y a quelques mois en France mais qui a été tourné après Conte du hasard et autres fantasy, donc le film qui vient de sortir. Marin, je me tourne vers toi parce que Drive My Car durait 3 heures, c'est un film assez ample qui vraiment travailler sur le temps long. Là, on a 3 films séparés, avec un film même en général plus court. Est-ce qu'il n'y aurait pas un rétrécissement un petit peu de cette ampleur qui a fait aussi le succès de Drive My Car il y a quelques mois ? Disons effectivement que c'est peut-être un peu un malentendu de vendre le film comme le film sortant après Drive My Car, mais parce qu'en fait il y a différentes veines dans le cinéma de Hamaguchi. Il y aurait des formes comme ça un peu plus grandiloquentes, disons, avec Asako et Drive My Car. Et des formes d'un cinéma peut-être moins onéreux tout simplement. Oui. Et pas donc, forcément moins long parce qu'il y avait Sense6 qui durait 5 heures et qu'on ne range pas forcément dans cette et du coup pour moi Conte du hasard et autres fantasy après Asako et avant Drive My Car renoue un peu avec plutôt Sense6, Passion et d'autres films. Mais pour moi en fait justement il n'y a pas d'appauvrissement en tout cas de la forme parce que dans disons la petitesse de la forme de ce film, en fait je le trouve finalement beaucoup plus précis que dans Drive My Car, qui est un film que j'aime beaucoup, et qui est assez impressionnant mais qui peut-être perdait un peu quelque chose dans sa 3e heure en recollant les grandes trajectoires des personnages. Et là il y a quelque chose de très resserré dans ce film là qui me plaît beaucoup. Tu veux dire que la durée dans Drive My Car jouait un peu contre le film, alors que là ça s'arrête un petit peu à chaque fois au moment où justement le film doit s'arrêter. Enfin, les 3 parties, je veux dire, entre elles séparément. Ouais, en tout cas sur la question du récit, ça fonctionnait un peu comme ça. Et je pense que c'est un petit peu trompeur, d'une part parce que les films très longs d'Hamaguchi, que sont Sense6 et Drive My Car, étaient déjà en fait des films découpés en épisodes. Faut se souvenir quand même un peu de la campagne un peu curieuse qui avait été faite autour de Sense6, qui avait été présentée comme la première série au cinéma, ce qui veut strictement rien dire. Il y avait eu la même chose aussi, si je me souviens, sur la flore de Linas. Ce sont des récits à la fois très amples et en même temps très découpés, c'est ça? Exactement. Et par ailleurs, moi ce qui me frappe quand même dans ce film-là, c'est que c'est pas du tout resserré en fait. Il y a un travail sur des séquences qui sont étirées. Il y a une manière de creuser des scènes, de creuser une situation donnée, puisque même s'il y a différents fils, même s'il y a des petites ellipses, chaque récit s'appuie certes sur une poignée de personnages, souvent 3, parfois même 2 dans le dernier cas. Mais on va avoir des situations qui peuvent durer 15-20 minutes, qui vont vraiment se développer en temps réel, et dont on va creuser un peu tous les tenants, les aboutissants. Donc est-ce qu'en fin de compte ce serait plus resserré, moins ample ? Je suis pas sûr, je pense que c'est sur une forme d'échelle différente. C'est ce que j'appelle resserré au fond, ce que tu décris, le fait que tu évoques déjà le fait qu'il y ait des scènes qui durent comme ça 20 minutes, donc outre les 3 parties, il y a un peu 3 grandes scènes comme ça. C'est ce que j'appelle aussi resserré, le fait qu'on est au bout d'un moment dans un seul endroit. Il n'y a plus la place de s'éparpiller, disons. Mais c'était juste un désaccord. Oui, en fait, je pense qu'on est plutôt globalement d'accord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vrai on pouvait quand même un peu se poser des questions sur cette idée d'Hamaguchi va faire 3 courts-métrages, film à sketch, même si l'expression est à débattre. Est-ce que c'est un peu le bon format pour lui ? Moi, je trouve au contraire que ça lui fait vraiment du bien. Et je suis un peu comme Marin, c'est-à-dire j'aime beaucoup les précédents films d'Hamaguchi, notamment Asako aussi, Drive My Car. Mais c'était des films qui pouvaient être un peu inégaux par endroits, il y a encore des choses à redire. Et là je trouve vraiment que le film par moment, et notamment le dernier segment que je trouve magnifique et qui à mon avis pour le moment ce qu'Hamaguchi a fait de plus beau, lui permet vraiment de déployer une espèce d'aisance de la mise en scène, et en plus de manière assez crescendo, c'est-à-dire que alors c'est peut-être un peu du coup ça travaille quand même la durée. Si tu nous dis que le 3e est peut-être le meilleur, ça prend du temps pour en dépit du parce qu'en fait segmentation. le film repose un peu sur une double logique dialectique, c'est-à-dire qu'à la fois il y a quelque chose de crescendo dans les histoires qui racontent grosso modo la même chose, mais avec des issues différentes, c'est-à-dire que pour résumer vraiment, mais alors à l'os, ce que travaille chaque scène, c'est qu'il y aurait un premier mouvement
auquel s'opposerait un deuxième, et en fin de compte, chaque film va aménager, pour reprendre une expression de Tony Blair, une forme de troisième voie, pour dire les choses vraiment de manière vraiment hyper schématique. C'est-à-dire que par exemple, pour résumer, je pense qu'en fait le premier cours qui est à la fois le plus clair sur cet horizon, en même temps le moins riche, en disant que c'est un peu celui qui donne un peu la clé du schéma narratif que va creuser le film. Ça nous lance littéralement le film, parce qu'on est dans une voiture. Donc on a une voiture, il y a un récit, il y a une femme qui vient de rencontrer un garçon, et puis une fois que ce récit est terminé, on a l'envers de ce récit, un retour en arrière. Cette femme, l'autre femme qui recevait le récit va retrouver ce garçon, et de cet entrechoc qui est vraiment la quintessence, un triangle amoureux, va donc émerger une issue, une troisième voie possible. Et par exemple, je pense à la deuxième partie qui est assez passionnante, et c'est là que le film commence à s'emballer un peu, c'est-à-dire que il y a une ancienne étudiante qui va voir un professeur dans une perspective de le piéger, en lisant un roman érotique, pour essayer de le faire craquer, pour venger un ancien étudiant, etc. Et pour le faire quelque part chanter, ou du moins pour le piéger. Et puis il y a là où il y a vraiment l'opposition de mouvement, c'est dans la logique même de la scène, c'est inscrit spatialement et dans le montage. C'est-à-dire que ce personnage de professeur a une particularité dans son bureau, c'est qu'il a toujours la porte ouverte. Il tient à ce que la porte reste ouverte. Or précisément ce que cherche à faire le personnage féminin, c'est de le piéger, c'est de refermer la porte, et qu'il se passe quelque chose une fois que la porte est fermée. Et ce qui est génial dans cette scène-là, c'est que la porte va rester ouverte, et en même temps va se créer une forme de configuration intermédiaire, c'est-à-dire un espace à la fois ouvert et à la fois fermé, ce qui est très bien mis dans la composition, c'est là si on commence un peu à entrer dans les détails de mise en scène, c'est-à-dire que les deux personnages vont se parler, et en se parlant, ils vont décoincer quelque chose, c'est-à-dire que le personnage féminin va même changer un peu de plan et de perspective en cours de chemin. Et par exemple dans la composition, il va y avoir des espèces de faux split screen où d'un côté le personnage masculin se projette sur la mur, tandis que le personnage féminin se projette sur une fenêtre, et en même temps il y a des lignes par leur vêtement, par l'espace qui est en train de tout cisailler. Il y a un homme, il y a une femme, vêtements sombres, vêtements clairs, enfin, voilà, il y a comme ça une forme d'opposition de couleurs. Extérieur toujours. Exactement, et en même temps ils vont inventer un espace qui... Alors c'est là pour moi vraiment ce que raconte le film, d'une certaine manière, si on voudrait aller à l'os et de dire quel serait en fin de compte le sujet du film, c'est l'intimité. Et c'est l'invention d'une intimité, et l'intimité c'est toujours quand même, moi je trouve que c'est un peu la beauté et l'intelligence du film vraiment de cerner ça, c'est toujours l'invention d'un monde dans un monde, ou même une bulle d'une certaine manière, et que ce monde dans ce monde se façonne, se crée à partir d'une forme de négociation, voire de lutte. C'est-à-dire que ça se travaille l'intimité, ça se gagne. Il y a des petits à-coups, ça gratte un peu, ça marche pas vraiment. Il faut presque une stratégie à élaborer avant de pouvoir... Enfin voilà, il y a des préparatifs toujours, les personnages ont toujours essayer de préparer ce qui va se passer. Ça se passe jamais vraiment comme prévu, puis on s'adapte, etc. Enfin voilà, c'est des personnages très élastiques quoi, par rapport à ça. J'allais dire tout à l'heure que, outre la mise en scène, même si c'est lié, c'est aussi des scènes, et notamment celle-là de la porte, très chorégraphiées, où les mouvements des personnages, la façon de se placer l'un par rapport à l'autre, est super déterminante par rapport à l'évolution de leur rapport, et notamment dans cette scène, il y a tout un jeu sur à quel moment la fille est assise ou debout, et lui aussi va se lever, et tout ça en fait... Ils changent de place, voilà, ils changent de place, ils n'arrivent pas à être au même niveau jusqu'à la fin de la scène où finalement ils sont assis côte à côte, et là la vérité peut se rétablir. Il y a en fait, tu as évoqué le premier segment, on va peut-être revenir un tout petit peu en arrière, parce que justement, moi c'est le segment qui peut-être me convainc le moins, parce que précisément cette création d'une bulle, d'une intimité, comme tu dis, elle est un peu inachevée, je dirais, dans la trajectoire un petit peu de ce personnage-là qui va revoir l'amant de sa meilleure amie, etc., qui se retrouve dans un café, où on va avoir une espèce de scène de rêverie, de fantasme, je sais pas, tu vois le moment du film, et j'ai l'impression aussi que dans cette partie-là, il y a quelque chose qui s'est pas réglé entre les personnages, qui est resté un peu en sourdine, alors que dans le deuxième, justement, les personnages vont avoir le cheminement inverse, c'est-à-dire qu'ils vont finir par se dire la vérité. Voilà, et dans le premier, le secret est toujours gardé, donc on va toujours être dans et en même temps, il y a une forme de plénitude dans le renoncement, ce qui est aussi dans les trois en fait, d'une certaine manière. C'est-à-dire, il y a un peu comme un lâcher-prise du passé, c'est quelque chose que travaille Yamaguchi et qui, voilà, évidemment, qu'on retrouve dans Drive My Car. Et d'ailleurs, ça rejoint ce que tu disais sur la question d'être assis ou d'être debout. Moi, je trouve ça assez intéressant chez Yamaguchi, il faudrait un peu creuser cette question, mais il y a un problème dans le fait d'être allongé. C'est-à-dire qu'allongé est une position vraiment conflictuelle chez lui. On se souvient d'Asako et les deux amants qui étaient... Et là, il y a quelque chose aussi, notamment... Après un accident de moto, ils étaient dans un accident de moto, Drive My Car aussi sur la question du sexe, puisque qu'est-ce qu'on fait précisément quand on est allongé? On couche.
Or, le cinéma d'Hamaguchi tourne beaucoup autour de la question de la sexualité, mais on sent quand même qu'il préfère le verbe à la chair. Que, évidemment, parler chez lui, c'est... D'ailleurs, Drive My Car s'ouvrait sur quelqu'un qui se redressait pour parler. Voilà, et donc il y a un personnage qui était assis à côté. Et d'ailleurs, ils n'étaient pas tout à fait dans la même position, puisque généralement, elle était sur lui, elle parlait, et lui était allongé, donc il y avait déjà une forme il n'y avait pas quelque chose de plus de perpendiculaire que de parallèle, si on veut dire. Et là, il y a quelque chose aussi intéressant dans le deuxième segment, c'est qu'il y a deux couples. Il y a un couple qui n'est que purement dans la chair et l'autre qui ne sera purement que dans le verbe. Et que le film va quand même travailler de la même manière. Le troisième segment, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a un personnage qui revient dans sa ville natale dans l'espoir un peu illusoire de retrouver son ancienne amante, et elle va d'abord à une réunion d'anciens camarades de lycée qui ne fonctionnent pas du tout. Elle rentre chez elle, elle rentre dans un hôtel et elle s'allonge, et elle est triste, etc. Et c'est le lendemain, alors qu'elle est sur le point de rentrer, que quelque chose qu'on ne va pas tout à fait révéler va se produire et va relancer le récit. Donc là, c'est quand même un horizon que travaille Hamaguchi. Mais alors, pour revenir un peu à ton objection première, c'est vrai que le premier segment, d'une certaine manière, est un peu celui qui donne le squelette du récit et donne un peu... pour moi, il fonctionne plus en termes de dynamique que de mise en scène. Mais il y a quand même un truc qui est intéressant. Et alors là, c'est le moment où je vais peut-être me battre un peu avec Marin. C'est la fameuse scène du rêve qui se passe dans un salon de thé. Et qui fatalement fait penser au cinéma, donc pour un tas de raisons, parce qu'il y a un zoom, parce qu'il y a une interpénétration du rêve. C'est une histoire de tromperie avec deux personnes qui se comprennent pas, etc. Et puis bon, alors on est au Japon et pas en Corée, on boit pas du soju, mais il y a quand même un cadre qui est proche, qui est celui du restaurant, du salon de thé. Je dois dire, je fais un peu un coming out, mais je dois dire que j'aime beaucoup Hong Sang-soo, j'ai beaucoup aimé les films d'Hong Sang-soo, j'ai écrit sur les films d'Hong Sang-soo, mais c'est vrai que depuis quelques films, je ressens une certaine lassitude et une petite désaffection pour les derniers Hong Sang-soo, notamment Introduction. Et c'est intéressant parce que je mets moi-même un bémol à ce sentiment, parce que j'ai l'impression que c'est un truc un peu... que j'en ai discuté avec d'autres personnes qui aiment Hong Sang-soo depuis 10-15 ans et qui ressentent cette même lassitude. Et en même temps, je vois qu'il y a des rédacteurs, alors toi tu as tous les films Hong Sang-soo qui est un peu à part, mais il y a des rédacteurs plus jeunes et critiquables qui sont toujours aussi stimulés, passionnés par le cinéma de Hong Sang-soo. Et en même temps, là, en voyant ce film d'Hamaguchi qui par moments fait penser à Hong Sang-soo, j'ai mis un peu le doigt sur ce qui me gênait. C'est-à-dire que je trouve que dans les derniers Hong Sang-soo, il y a une tentation d'aller vers l'épure, qui fait de ces films, et je pense que ça se cristallise notamment à partir de Seul sur la plage à nuit, qui fait du cinéma donc Hong Sang-soo un cinéma de l'épiphanie, c'est-à-dire qu'il y a une volonté tout épurée pour qu'à 2-3 moments, il y ait un instant de grâce, un moment de grâce qui emporte tout. Notamment dans Introduction, son dernier film, il y aurait cette espèce de présence lointaine d'une femme à un hôtel qui serait la mère d'un des personnages. Il y a aussi des fonds d'eau noirs qui sont très beaux, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours 2-3 scènes qui relèvent un petit peu le film et qui sortent un peu de, je vais dire quelque chose qui va être froissé, mais une forme de relatif pilotage automatique par moment que je sens dans la mise en scène de Hong Sang-soo. Et là, ce qui est intéressant, c'est que précisément ce qui se passe dans ce moment de rêve, dans ce moment de cristallisation où en fait le personnage de l'ex-amante rêve une situation où elle révèle tout et qu'est-ce que ça produit ? Elle vide son sac, elle fait un petit peu tapis d'une certaine manière. C'est est-ce qu'elle va retrouver cet ancien copain et rompre avec son ami, ou est-ce qu'elle va tout sacrifier en faisant cette révélation. Et en fait là pour moi on est moins dans une logique d'épiphanie qui à mon avis est devenue le propre du cinéma de Hong Sang-soo depuis quelques films, mais dans une logique d'acmé, c'est-à-dire que c'est un moment où se cristallisent tous les fils du récit et ça produit une émotion qui rejoue aussi quelque chose qui pour moi c'est un peu perdu dans les films d'Hong Sang-soo, je suis désolé, j'insiste un peu sur ce point, qui est le caractère très ludique en fin de compte des récits, le côté très joueur qu'il ne faut pas minorer, pour moi qui est très important dans le cinéma et que je retrouve là, dans ce jeu ludique de j'ai un schéma narratif, pour dire les choses et surtout dans la forme un peu modeste des 3 segments, voilà. C'est des choses qu'on met en place une situation, comment on va se résoudre. Et en fait je rajoute 3 fois à peu près la même dynamique, plutôt que le schéma, la même dynamique, avec des variations, avec des cadres différents, même avec des trouvailles scénaristiques qui sont assez iconoclaste. Par exemple, le 3e segment s'ouvre quand même sur une logique de science-fiction, à savoir on est dans un monde où à cause d'un virus, Internet est inutilisable et donc du coup les personnages peuvent plus se contacter. C'est un peu. S'envoient des lettres du coup. Voilà, c'est assez amusant d'ailleurs parce que Hamaguchi convoque quelque chose d'énorme juste pour justifier en fait que les personnages puissent pas s'envoyer de messages sur Facebook ou sur WhatsApp. C'est-à-dire du coup. Ils doivent regarder des Blu-ray. Ils doivent regarder des Blu-ray. Oui, c'est aussi c'est assez amusant. Et du coup voilà. Je veux dire qu'il y a une logique un petit peu laborantine de mettre en place des situations et de voir ce que ça produit. En fait, il y a quelque chose un peu plus ludique. Plus généreux que Hong Sang-soo récemment, c'est ce que tu veux.
Dire au fond. Au fond, un petit peu, ouais. Donc je te laisse répondre dessus parce que c'est un gros morceau. Je vais pas totalement répondre sur Hong Sang-soo parce qu'après ça partira sur un hors sujet à la vidéo. Mais c'est vrai que moi aussi, forcément, j'ai pensé à Hong Sang-soo devant le film, donc évidemment par ce zoom qui est extrêmement rapide d'ailleurs, assez surprenant. Qui est le seul du film en plus. Le seul du film. Mais aussi, notamment, déjà, c'est un film en 3 parties avec 3 génériques. On entend qu'un seul morceau de musique, ce qui est souvent le cas chez Hong Sang-soo. Il revient comme une ritournelle, le morceau de Schumann qui s'appelle d'ailleurs Rêverie. Mais pour moi, la différence fondamentale entre Hamaguchi et Hong Sang-soo, c'est que Hong Sang-soo fait toujours le même film et des variations du même film, ce qui fait ce qu'on disait avec Chloé lors du Ciné Club, que au fond, c'est comme si sa filmographie était un seul grand film. Et chaque film est un conte du hasard. Alors que Hamaguchi se réinvente un peu à chaque film et trouve une manière de faire. Et dans ce film-là, ce que tu lui opposes d'ailleurs, ce côté, le fait que, au fond, les films de Hamaguchi, et notamment ces 3 films qui composent celui-là, sont beaucoup plus tendus. Il n'y a pas de dilatation dans le récit. C'est au fond ce qui le rapproche plutôt de Rohmer que de Hong Sang-soo, et on sait qu'on rapproche très souvent Hong Sang-soo à Rohmer, ce qui est un peu faux sur l'aspect du conte moral, sachant qu'il n'y a vraiment jamais de morale chez Hong Sang-soo, les personnages n'évoluent pas. Alors que là, précisément, par 3 fois, c'est vraiment des trajets hyper dramaturgiques. Au fond, entre le début et la fin de chaque segment, il y a une différence assez énorme dans la façon dont faire par Rohmer, notamment dans ses films à segments, comme 4 aventures dans Annette et Mirabel, ou Les Rendez-vous de Paris, qui apparemment aurait influencé Hamaguchi pour ce film. Et pour moi, du coup, je dévie un peu du sujet initial, c'est vrai que j'ai eu vraiment le sentiment d'assister, parce que du coup, ce qui est intéressant, c'est pas que c'est 3 courts-métrages, mais plutôt de voir comment ça produit un seul film. Hamaguchi est un peu obsédé par cette idée à la fois de répétition, mais au sens littéral, c'est-à-dire pas la répétition de répéter 2 fois la même chose, mais le rejeu. Oui. Le rejeu, voilà. C'est plutôt le terme qui m'intéressait. À la fois de rejouer le passé, et quelque part, en rejouant le passé, on se rend compte qu'on ne pourra jamais vraiment le rejouer et vraiment l'atteindre, et qu'il y a toujours un petit drame qui se joue à ce moment-là quand on s'en rend compte. C'était présent dans Nori My Car, et là ça me semble encore plus. Alors c'est marrant, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que pour moi c'est plutôt. Alors c'est intéressant, alors bon, on va pas épiloguer ad vitam sur le lien potentiel entre Hong Sang-soo et Hamaguchi, mais c'est vrai qu'ils auraient quelque chose un peu en commun, c'est que il y a beaucoup de cinéastes par exemple sur Hong Sang-soo, et il y a pas mal d'acteurs en fait chez Hamaguchi, et tous les personnages sont un peu des acteurs, c'est-à-dire soit ils sont dans la dissimulation, soit ils jouent vraiment un rôle, soit ils sont dans la rétention d'informations, soit ils ont un rapport à la vérité qui est étrange, c'est-à-dire que le dernier personnage se ment à elle-même pendant une partie du récit, puisqu'elle croit reconnaître quelqu'un qui en fait n'est pas du tout cette personne-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, le rejeu, qui devient littéral dans la dernière partie, c'est-à-dire, entre guillemets, le faux, permet d'atteindre une vérité, ou de retrouver une vérité, même partiellement. C'est très beau derrière la fin, parce que ça se finit sur un souvenir, mais un souvenir incomplet. C'est-à-dire, c'est un personnage qui retrouve le nom d'une camarade de classe qu'elle a perdu de vue depuis longtemps, mais en même temps, elle ne se souvient pas de son surnom. Donc, il y a quand même quelque chose qui résiste. Et que, exemplairement, le deuxième récit raconte ça très bien, hein. C'est l'histoire d'une actrice qui laisse tomber le masque, et qui en même temps... Donc tu parles de la lectrice avec le livre. Là, mais... Oui, et qui en même temps, c'est terrible, hein, mais va provoquer la chute de cet écrivain et sa propre chute, la propre chute de sa duplicité, parce qu'elle doit tenir un rôle, et qu'en fait qu'elle doit tenir à la fois le rôle de la mère de famille et de l'épouse, et elle est en train d'écrire justement un mail érotique à ce professeur quand sa famille revient, et du coup les 2 strates s'entremêlent, ce qui produit une erreur, ce qui produit une faute qui va précipiter la fin du récit. Donc il y a quand même toujours cette imbrication entre les deux. Je pense à autre chose, c'est en fait une différence fondamentale peut-être entre Hamaguchi et Hong Sang-soo, c'est que... on avait dit qu'on arrêtait. Hein. On arrête, c'est pour parler au fond du film, c'est que Hamaguchi travaille beaucoup les ellipses, alors que chez Hong Sang-soo, certes il peut y avoir des structures temporelles un peu originales, mais ça se passe toujours sur quelques jours, ou même parfois sur une journée. Et d'ailleurs, au fond, ce qu'il fait là pour moi, c'est qu'il revient à une ellipse fondamentale de son cinéma, qui est celle au cœur de Asako, que je trouve magnifique, qui est donc Asako au début du film tombe follement amoureuse de Baku, Baku disparaît,
Et en fait, elle croise, elle rencontre une sorte de double, de quelqu'un qui ressemble parfaitement à Baku et qui est incarné par le même acteur. Elle tombe amoureuse de lui et là le temps passe. Dans le film, c'est un assez long segment et aussi dans le temps, je crois qu'il y a genre 2 ans qui passent et elle forme un couple avec ce personnage, si bien qu'on a pu oublier qui était Baku. Et Baku revient, ils sont au restaurant. Et là, il y a quelque chose de très violent qui est que instantanément, elle part avec lui. On a cru qu'elle avait pu penser ses plaies, mais non, c'est comme si elle l'avait vu la veille, elle est toujours autant amoureuse de lui. Et là, d'un coup, la mise en scène se défige, ils partent en courant, etc. Et encore moi, un film où le faux, c'est-à-dire le double, devient le vrai à la fin. Et pour moi, en fait, il revient par 3 fois à ce type d'ellipse, à savoir que le temps a beau passer de façon, par un carton 5 ans plus tard, 3 ans plus tard, ou dans la dernière partie, une femme qui revient 20 ans après. Oui, 20 ans après. Dans chaque partie, il va être question du fait que les personnages n'ont pas changé et leur sentiment en fait vis-à-vis de chacun n'a pas changé. Et c'est ce qui. C'est vraiment une forme d'inertie, quoi. Voilà. Et c'est assez juste ce que tu disais, Josué, sur la première partie. Que moi je pense que j'aime un peu plus que vous, qui fixe, qui fixe les règles, parce qu'il y a déjà ce jeu-là où quand elle, juste après avoir fait demi-tour, du coup, Meiko va voir Kazuoki, et c'est comme s'ils s'étaient vus la veille, alors que ça fait 2 ans qu'ils se sont pas vus. Et à la fin, la rêverie dont on a beaucoup parlé, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas tant une rêverie, en fait, que une réflexion, dans le sens où elle essaye de s'imaginer une situation. C'est une hypothèse, quoi. Qu'est-ce qui se passerait? C'est une hypothèse, mais c'est pas vraiment une rêverie, puisque ça ne marche pas comme elle dirait que ça marche. Oui. Mais voilà, justement, c'est pas un fantasme, parce que c'est réaliste, elle imagine ce qui se passerait dans cette situation, et en fait, elle perd, en fait. Et l'image qu'elle voit, c'est l'inverse de l'image d'Asako, puisque le personnage ne va pas repartir dans sa rêverie, le personnage ne va pas repartir avec elle, mais bien avec c'est pour ça que je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure. J'ai dit que les personnages souvent prenaient la mesure un petit peu de ce qui les sépare de tel événement qu'ils n'arrêtent pas d'évoquer. Le film commence par quelqu'un qui raconte une histoire qui s'est passée, ce n'est pas celle que l'on voit là, c'est toujours un peu médié, quoi. Et je reviens sur ce que j'ai dit, parce que je disais que les personnages étaient toujours un peu affligés par ça. Mais en fait, c'est jamais exactement la même chose. C'est précisément ça qui est intéressant. C'est que les situations sont a priori archétypales du cinéma d'Hamaguchi. On pourrait plein de motifs, plein de schémas, comme tu disais, de situations. Et pourtant, il suffit d'avoir une toute petite variation dans une interaction, dans un dialogue, dans une situation spatiale, même on ferme une porte ou on l'ouvre, tout va changer et l'issue n'est jamais la même vraiment. Et quand on regarde les 3 segments, j'ai pas l'impression que la fin de l'histoire, un petit peu l'accomplissement des 3 récits soit tout à fait similaire et qu'on puisse les rapprocher, qu'on puisse les mettre en regard, parce que le dernier par exemple est assez positif. C'est quelqu'un qui va, justement, comme tu disais, faire du faux, trouver le vrai par le faux. Aucun n'est complètement négatif. Mais je dirais que c'est un peu retard dans la façon dont on pourrait décider un petit peu de l'issue, quoi. C'est ce que je disais au tout début en télescopant ensuite à d'autres idées, c'est-à-dire la logique un peu en 3 parties, qui est une logique aussi dialectique au sein des récits, en fin de compte aussi des récits par rapport les uns aux autres. C'est vraiment pas évident, quoi. Et il y a quelque chose aussi très beau sur le cinéma d'Hamaguchi. Alors ça, c'était très clair dans Zako, sur des travails de composition, de travail sur ligne, c'est qu'en fin de compte, il met un peu en scène des prisons à ciel ouvert, des prisons mentales. C'est toujours des espaces ouverts, ou des espaces où il y a des vitres, des reflets. Je pense notamment à la scène du fantasme, rêverie, hypothèse, appelons-la comme on le veut. Elle se joue aussi sur une fenêtre qu'on regarde. Il y a les mêmes principes évidemment dans la scène qui se déroule à l'université où une porte est ouverte et en même temps ces personnages sont en train de mener une espèce de coït verbal, alors qu'il y a des étudiants qui sont en train de défiler en couloir. Et la voiture, c'est une prison qui donne vers l'extérieur. Enfin, typiquement, pour rapprocher avec Darin Makar, c'est ça. Et à toute fin, ça se joue notamment autour d'une vitre et sur un pont. Et il y a un jeu. Alors c'est marrant, on parlait de Romer tout à l'heure. Moi, j'aime beaucoup le cinéma de Romer aussi, mais je trouve qu'il y a un peu une tentation à voir Romer un peu partout, et pour autant, je vais dire ça et je vais le faire quand même, je trouve qu'il y a, notamment dans une question purement de topographie, moi j'ai un peu pensé dans le dernier segment à ce qui est peut-être mon Romer préféré, qui est L'ami de mon ami,
sur les escalators mécaniques, sur un peu une biographie, une architecture qui ne serait pas celle de Sergi Pontoise, mais qui se rapproche sur certains points. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de très beau là-dessus, c'est... l'escalator qui mène au métro, c'est quelque chose de la périphérie, il y a toujours quelque chose comme ça qu'on pourrait rapprocher. Il y a un truc très beau, ce que je disais tout à l'heure sur l'intimité, c'est un peu une bulle, c'est un moment entre soi. Il y a même un peu un côté, le film va presque mettre en scène des espèces de failles spatio-temporelles ou de portails. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très beau sur quand le personnage retrouve, donc, croit retrouver son ancien ami d'enfance, de jeunesse. Et en fait, elle commence elle entre par un endroit dans un espèce de tube qui descend, qui est l'escalator mécanique, pour ressortir de l'autre. Et en fait, il y a vraiment cette idée que l'escalator mécanique et cette espèce de tube qui le recouvre est un redistributeur de dynamique. Le film va beaucoup reposer là-dessus. Et ça, c'est intéressant, évidemment, le goût pour le hasard, pour la fantaisie, pour le jeu, pour la coïncidence. C'est que, en fin de compte, c'est juste de l'entrelac, de l'organisation, de l'architecture de dynamique. Et sur ça, quand même, le cinéma d'Hamaguchi commence à devenir vraiment passionnant. Et en fait, le film me semble, notamment dans sa construction, un adjectif que je déteste donner au film, parce que pour moi, c'est pas une des qualités premières au cinéma, mais c'est l'intelligence. C'est-à-dire que je sens quand même tout le temps, et c'est pas un obstacle du tout, l'intelligence d'un architecte. Il y a quand même quelque chose de... et qui pour le coup dérive un petit peu des cinéastes qu'on a cités, même si encore une fois Hong Sang-soo est aussi un architecte de récit, c'est un narrateur à la base aussi, beaucoup. Sans minorer du tout sa qualité de metteur en scène. Et il y a quelque chose comme ça d'un chemin, moi vraiment je trouve qu'il y a un espèce de cheminement émotionnel et de climax émotionnel, de joie profonde lors du dernier segment. Je suis ressorti avec une espèce d'euphorie un petit peu étonnante, surtout comparé au premier et au deuxième volet, qui sont des films intéressants, mais qui dégagent pas... Il y a un cheminement d'émotion, ce que je disais tout à l'heure sur l'idée que le troisième c'est plus lumineux en plus. Oui, mais il y a cette idée que l'intimité se travaille, et cette joie profonde d'être à deux se travaille, et même le film travaille ça quelque part, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un travail par la première, par la deuxième partie, donc quelque part le troisième cours serait l'accomplissement et le fruit de tout ce que les personnages auraient essayé d'entreprendre durant les deux premiers films. Tu l'envisagerais comme un film vraiment entier, complet, qu'on pourrait suivre comme ça, étape par étape, quoi. Oui, alors que même on peut faire l'exercice qu'on est en train de faire depuis un moment déjà, de découper, de voir ce qu'on préfère et de voir les rapports entre les différents cours et leur logique interne. Et oui, évidemment, il y a une forme d'organicité qui se dégage à l'issue du film. Puis il y a une question de perversion dans les trois parties aussi, et la dernière est au fond la plus calme à ce niveau-là, mais il y en a quand même une. Il y a une forme de perversion quand même dans le jeu auquel se joue les... Exactement. Ouais. Et d'ailleurs c'est intéressant ce que tu disais sur l'architecture, parce que au moment où elle se prête au jeu de rôle, où du coup c'est Aya qui fait semblant d'incarner la personne qu'aurait bien aimé croiser Natsuko, mais que un amour de jeunesse du lycée, on imagine que c'est ça. Du coup elles sont dans son salon, et il y a cette baie vitrée, et elles sont séparées par une ligne au milieu, et en fait il y a un moment où Aya commence à jouer, à lui parler comme si c'était son ancienne amante, et elle commence à se rapprocher de Natsuko, et elle va bientôt dépasser. Je crois qu'il y a un champ contre champ très frontal qui vient en plus se positionner pile là où la ligne se place. Et donc c'est Aya qui se rapproche de la caméra, et on voit dans le plan large qu'elle est à la limite de franchir la ligne. Ouais, et au moment où elle va franchir la ligne, c'est là où le fils d'Aya arrive et du coup empêche ça, et d'un coup elle sort et son personnage. Et donc, et c'est toujours, effectivement, t'as dit le mot intelligent, je l'utiliserai celui précis, mais c'est toujours très précis sur les espaces dans lesquels sont les personnages, derrière quelque chose d'un peu imposant qui sera des dialogues très longs, très travaillés autour d'idées de scénario liées à des coïncidences un peu magiques. Je sais que le titre original signifie hasard et imagination. Il y a ce truc par rapport à la magie dans le cinéma Hamaguchi qui est toujours qui est traité de façon très légère, mais qui apparaît... En tout cas, c'est ça qui me plaisait dans Drive My Car aussi. Alors, le film est très bavard, mais on a moins envie d'écouter les personnages que de voir où ils se déplacent, quoi. Et quand il y avait des scènes de répétition, on va près de l'arbre, on se met sur le côté, la caméra se va à droite, il y a tout un jeu de distance comme ça qui est assez fin, et je l'ai retrouvé vraiment dans cette dernière partie qui est assez forte, quoi. Tu as décrit les trucs d'escalator, mais c'est vrai que en fait il y a deux personnages qui se croisent, et elles refont deux fois le même mouvement, et quelque part ça dessine comme ça une roue, quoi, la roue du hasard, si vous voulez. On peut dresser ça comme ça. Il part de choses assez presque... Il dresse un peu une constellation aussi, beaucoup. Il voit comment les astres s'attirent, les pôles s'éloignent, comme ça, se repoussent, et il va en faire des scènes qui sont a priori
très théâtral quand même, parce que souvent c'est des espaces assez définis, il faut le dire, c'est pas du tout quelque chose de déshonorant pour lui, mais ça va quelque chose qui va être très, je trouve, très dynamique, parce que ça évolue en permanence, quoi. Ça rejoint aussi sa méthode de travail, enfin, il fait des ateliers de jeu, de répétition avec ses acteurs, donc c'est évidemment quelque chose comme ça. Mais c'est intéressant que tu dis sur Drive My Car, parce que en même temps c'est là que je trouve le film un peu comme Marin. J'aime aussi beaucoup le film, je l'avais revu toujours avec un grand plaisir, mais c'est vrai que la troisième partie avait une tendance un peu à littéraliser ce que le film travaillait, et puis de le ramener sur un truc un peu comme même The Talking Cure, c'est-à-dire la psychanalyse, la parole qui va permettre de dépasser quelque chose avec un voyage littéral vers le blanc, vers une forme de pureté. Et il n'y avait plus de ligne quoi à la fin, il y avait aussi cette idée. Il y avait aussi ça, et d'une certaine manière le film venait aller vers une telle clarté que qui finissait par perdre un petit peu de mystère et un petit peu de ce qui faisait sa grande singularité dans la deuxième partie, dans la première qui est quand même à mon avis ce qui est le plus beau. Et là je trouve qu'au contraire il tient tout le temps, peut-être que c'est aussi on en revient à cette question de format, je pense que ce format court, resserré sur une poignée de situations creusées sur 2 heures, lui fait beaucoup de bien et lui permet vraiment d'explorer dans le détail ce qui fait le sel de son cinéma. Et d'ailleurs, il en a écrit en fait 7 parties, 7 contes. Il en a finalement tourné 3 en voyant que déjà ça fonctionnait en tant que film, mais il compte en tout cas tourner les 4 autres. Donc, à suivre. Voilà. On parlera sûrement à ce moment-là. Si vous n'avez rien à rajouter, je pense qu'on peut s'arrêter sur cette conclusion. Donc évidemment, on vous recommande d'aller voir le film. Alors j'en profite pour remercier Étienne derrière la caméra et Hugo pour la réalisation de cette émission. Alors je ne vous dis pas au mois prochain pour un nouvel épisode d'Atari, mais on va quand même se retrouver sur la chaîne YouTube puisqu'on va avoir une émission vidéo à Cannes. Alors on vous précisera comment ça va se passer, qui sera pilotée par Étienne. Donc on se retrouve dans un mois, en plus avec mes 2 camarades autour de moi, pour le festival de Cannes. On verra si on revient sur Atari avant la fin de l'année. Écoutez, merci d'avoir participé à cette émission et merci à vous d'avoir suivi. Si vous voulez soutenir le travail de la revue, il y a toujours le lien Tipeee dans la description, vous pouvez contribuer si vous en avez l'envie. Et je vous dis à très bientôt.